Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. En 1974, Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi de dépénalisation de l'IVG. Elle a face à elle une assemblée composée de 9 femmes et le reste d'hommes. C'est dire qu'elle va devoir s'adapter à son public, un public hostile, et c'est en cela qu'elle nous donne une leçon pour toutes nos prises de parole. Exprimer ses convictions, c'est vrai, mais au tamis de ce que peuvent entendre ses interlocuteurs aussi. Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Ce démarrage de discours de Simone Veil, il est vraiment extraordinaire pour plusieurs raisons, et qui nous servent évidemment à chacun dans nos prises de parole. D'abord, Simone Veil dit qui elle est, en tant que femme, non parlementaire, ministre de la Santé. Et donc, elle dit au nom de quoi, quelle est sa légitimité pour prendre la parole. La deuxième chose, c'est l'expression de l'humilité. Et elle dit, c'est avec un profond sentiment d'humilité. Cette figure de style s'appelle un chleuasme, C-H-L-E-U-A-S-M-E. C'est une façon de se rabaisser pour, par contraste et presque par flatterie, susciter l'attention de vos interlocuteurs. Et puis la troisième chose, c'est la dramatisation de l'enjeu du discours. Elle dit combien la responsabilité de ceux qui vont voter ou non le texte qu'elle propose est lourde. Tout cela constitue ce qu'on appelle en rhétorique l'exorde. L'exorde, c'est le premier temps du discours, c'est l'ouverture du discours, ce que les anciens Romains appelaient la captatio de bienveillance, la captatio benevolentiae, c'est-à-dire la captation à la fois de l'attention et d'une attention plutôt favorable de l'auditoire. Ça peut se faire par les termes qu'emploie Simone Veil, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez démarrer par une question. Avez-vous déjà? Par un chiffre, 3 Français sur 5. Par une interpellation. Saviez-vous que? Par un fait d'actualité. En venant, j'ai encore appris que hier, on avait assisté à. Vous avez plusieurs façons d'ouvrir. Vous pouvez ouvrir également en rebondissant sur ce qui a été dit avant. Pour les avocats, c'est quelque chose que nous faisons très souvent parce que quelqu'un a dit quelque chose avant nous, un contradicteur, et vous pouvez vous appuyer comme un peu un judoka qui s'appuie sur la force de l'adversaire en disant « il a été dit avant que, mais c'est inexact ». Donc vous avez tout un panel de façons de démarrer, et ici, Simone Veil très habilement choisit de se revendiquer en tant que femme, de déclarer son humilité et de dire l'enjeu du discours, tout cela parce qu'elle sait qu'elle fait face à un public résolument hostile. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante,
S'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Lorsqu'on écoute ce discours de Simone Veil avec le recul, on se dit que c'est quand même un discours assez euphémisant. C'est un discours qui ne proclame pas de grands principes de liberté de disposition des femmes sur leur corps, de droit des femmes inconditionnels d'avorter. C'est un discours par le petit bout de la lorgnette. Elle dit que c'est un ultime recours, elle dit que ça doit être très encadré. Et donc pourquoi fait-elle cela ? Eh bien, pour rassurer, en quelque sorte, ses interlocuteurs. Si elle avait dit que l'avortement était un droit, était la manifestation ultime du droit des femmes sur leur corps, eh bien, une assemblée conservatrice et masculine aurait inévitablement rejeté le texte, se serait braqué et le dialogue aurait été rompu. Le génie, finalement, de Simone Veil, c'est de s'être adapté à son public en ayant la psychologie de l'interlocuteur. Qu'est-ce que je veux dire, bien sûr ? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent entendre ? Et éviter un mot qui aurait bloqué tout le vote et qui aurait justifié que les parlementaires de droite, conservateurs, masculins, eh bien, se braquent et mettent fin à leur écoute et ferment leurs oreilles. Le génie de Simone Veil, c'est certes d'avoir euphémisé les choses, certes d'avoir vu le problème de l'avortement par le petit bout de la lorgnette, mais d'avoir, in fine, obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire le vote de dépénalisation. La fin a justifié les moyens. Tout laisse à penser que l'adoption du projet de loi n'aura que peu d'effet sur le niveau de la natalité en France, les avortements légaux remplaçant en fait les avortements clandestins, une fois passée une période d'éventuelles oscillations à court terme. Il n'en reste pas moins que la baisse de notre natalité, si elle est indépendante de l'état de la législation sur l'avortement, est un phénomène inquiétant à l'égard duquel les pouvoirs publics ont l'impérieux devoir de réagir. Ici, on voit bien le souci de Simone Veil de rassurer les parlementaires hostiles qui voyaient dans cette dépénalisation une ouverture sans limite de l'avortement. Et on voit bien que Simone Veil est ici sur un registre totalement différent de celui de Gisèle Halimi, dont on a entendu la plaidoirie dans le 2e épisode, qui, elle, défend inconditionnellement, comme le droit d'une femme sur son corps, la liberté d'avorter. On voit bien qu'il y a d'un côté un avocat qui plaide et qui est dans l'outrance de sa plaidoirie et l'histoire lui donnera raison, et de l'autre côté une responsable politique qui n'a peut-être pas le souci d'aller au bout de sa conviction, mais qui a au moins le souci de faire voter son texte. Et finalement, l'une et l'autre se rejoignent pour la liberté des femmes. L'une en plaidant l'extrême et l'autre en défendant le raisonnable. On voit bien qu'ici, la voix de Simone Veil rejoint celle de Gisèle Halimi. L'une a plaidé au tribunal les grands principes et l'autre a composé à l'Assemblée avec le pragmatique. Dans son discours de 1974, Simone Veil est tout entière soucieuse de ne pas froisser, de ne pas braquer son auditoire pour obtenir le vote qu'elle espère et qu'elle finira par obtenir. Ça n'est pas le seul moyen d'obtenir l'attention de son auditoire, et on peut tout au contraire être en opposition frontale avec celui-ci. C'est la stratégie qu'emploiera, plusieurs années après, Greta Thunberg. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Nulle volonté d'arrondir les angles, nulle volonté de se concilier les bonnes grâces de son public. Tout au contraire, Greta Thunberg fonce tête baissée et provoque et interpelle et vitupère dans un dialogue de génération, mais un dialogue rompu, les boomers qu'elle estime avoir en face d'elle. Là, on n'est pas dans un souci de se ménager les bonnes grâces de son auditoire, on est tout au contraire dans le souci de les piquer au vif pour qu'ils réagissent le dernier moment où ils peuvent le faire. Et on a un peu l'impression que Greta Thunberg devient l'adulte des adultes. Elle fait aux adultes les reproches que traditionnellement les adultes font aux enfants, c'est-à-dire d'être irresponsables, de ne pas voir plus loin que le bout de leur nez, et elle leur dit que en réalité, c'est aux enfants d'aujourd'hui d'être les adultes des enfants que les adultes sont. Ce sont eux les industriels aveugles, les industriels soucieux du profit exclusivement, qui sont comme des enfants irresponsables, et il faut que la jeunesse soit responsable pour eux, et c'est cela que leur dit Greta Thunberg. Comment osez-vous, avec cette question oratoire, cette interpellation, c'est une technique que vous pouvez utiliser, la question oratoire, l'interpellation. En êtes-vous bien sûr? Savez-vous que? Pensez-vous véritablement que? Vous pouvez essayer d'interpeller ainsi votre auditoire, comme elle le fait avec talent, avec aussi une forme de provocation qui peut être considérée par certains comme irritante, parce que elle va très loin dans la provocation et l'interpellation, mais peut-être que finalement pour réveiller les consciences endormies de tous ces grands dirigeants de la planète assis sur leurs certitudes, sur leurs convictions et sur leurs profits, elle a besoin de ces mots qui frappent, de ces mots qui choquent et de ces mots qui provoquent. Donc, pas de demi-mesure ici, un feu incandescent aussi qui est bien lié à sa jeunesse et que l'on voit dans les 3 canaux de la conviction. Parce que lorsque Greta Thunberg s'exprime, il y a les 3 canaux de la communication qui sont mis au service de la conviction de Greta Thunberg. Il y a bien sûr les mots, avec cette formule « How dare you » qui frappe les esprits. Mais il y a aussi la voix. Elle a une voix extrêmement investie, extrêmement modulée, impliquée, assez dure également. Et donc, lorsque vous prenez vous-même la parole, songez bien à varier votre voix, songez à varier le débit, à varier l'intensité. La voix est comme une musique et on n'écouterait pas la même musique pendant 10 minutes sur la même note et le même rythme. Et donc pensez bien aussi à varier, à mettre des accents sur certains mots, à mettre aussi des silences. Le silence rehausse la parole, comme en peinture le blanc rehausse la couleur. Et donc elle fait aussi ces silences dramatiques-là. Donc les mots, le langage paraverbal, c'est-à-dire la voix, ses inflexions, ce que l'on appelle la prosodie, et puis le physique, car le physique parle aussi, et si vous regardez Greta Thunberg, vous verrez à quel point sa mimique du visage exprime toute sa colère, et comment tout son corps est tendu vers ce souci de convaincre, sa gestuelle, sa bouche tendue, son visage avec le front strié de rides d'expression, et tout cela est mobilisé au profit du discours. Et donc, lorsque vous-même vous prenez la parole, sans évidemment aller jusqu'à de telles extrémités, soyez attentifs aussi à votre corps qui parle, évitez de faire des gestes parasites et utilisez votre posture, vos mimiques, vos gestes comme soutien de la thèse que vous soutenez. Et c'est ce que fait Greta Thunberg dans un discours qui peut paraître irritant, qui peut paraître agaçant, mais qui est assurément historique et convaincant. Dans notre « À refaire chez vous » qui vous permet de mettre en œuvre les techniques de ces grands orateurs, je vous propose de vous exercer à vous adapter à votre public avec 3 petits jeux. Premièrement, est-ce que vous êtes capable de décrire ChatGPT à votre petit frère et à votre grand-mère? Deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de défendre la limitation du salaire des grands patrons devant le MEDEF et devant la fête de l'UMA? Et enfin, est-ce que vous êtes capable de décrire la Joconde à un aveugle et à un extraterrestre? À vous.
Chers amis, je me suis efforcé au cours de ces 5 épisodes de décrypter quelques techniques oratoires employées par les grands orateurs pour faire en sorte que votre parole gagne en efficacité, en clarté, mais au fond du fond, il y a des règles, mais il y a une pratique. C'est prendre la parole qui fera de vous un orateur. Ça n'est pas en lisant des livres de recettes que l'on devient cuisinier, et ça n'est pas en lisant des livres de rhétorique que l'on devient un grand orateur. Je vais donc vous transmettre le soin de mettre en pratique tout cela pour trouver votre style. Vous n'êtes pas Greta Thunberg, vous n'êtes pas Simone Veil, vous n'êtes pas Martin Luther King, vous êtes vous-même. Et un grand orateur, c'est celui qui est différent. Acceptez votre différence, trouvez votre petite musique. C'est ainsi que vous deviendrez un orateur en vous exerçant à la lumière des grands, mais sans les copier. C'est à vous. Vous avez la parole.